pour moi un grand honneur de vous recevoir ici, parce que vous êtes l'un des plus brillants intellectuels de cette belle nation française. Et notre rencontre, monsieur le professeur, s'est faite par cette partie de l'histoire de notre pays, que nous avons particulièrement remis en lumière, la contre-révolution. Dans votre ouvrage, justement, consacré à la révolution, vous évoquez le comte de Saillant. Eh bien, c'est aussi pour moi l'occasion de faire cette réhabilitation politique de personnages qui auraient pu justement avoir leur place dans cette belle épopée de l'histoire de France. C'est l'avantage de la recherche historique, et c'est pourquoi j'ai immédiatement préfacé ce livre, c'est qu'il apporte du nouveau. On connaît la contre-révolution à travers toujours les guerres de Vendée qui sont maintenant un peu trop répétées. Il y a des figures qui avaient été oubliées, et notamment celle de Saillant. Et par conséquent, on voit mieux maintenant. Malheureusement, Saillant n'a pas réussi, heureusement pour la République, mais malheureusement pour lui. Mais c'était un personnage qu'on mentionnait, mais sans aller très loin, grâce aux archives découvertes et grâce à cette synthèse due à M. Ferrand. Nous avons maintenant un portrait d'une grande figure de la contre-révolution. On n'avait rien avant. Curieusement, la contre-révolution intérieure a été beaucoup plus menaçante pour la Révolution que celle des souverains. Et il a fallu que la Révolution française mène une politique impitoyable sous le signe de la terreur, et cela a abouti au génocide vendéen. Face à l'Europe, dont nous allons parler maintenant, il y a deux éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. La Révolution française s'est voulue universelle. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et non du français, qui est le fondement de sa politique extérieure. Mais la guerre qui est menée contre les souverains de l'Europe est menée par une nation, la grande nation, et ses partisans s'appellent les patriotes. Je fais cette conférence dans l'optique actuelle, dans l'optique d'aujourd'hui, où la notion d'Europe est beaucoup plus forte et où cette idée d'organisation de l'Europe est plus dans l'esprit du temps. Quand on fait la grande nation et les républiques sœurs, on n'a pas l'idée de ce que l'on construit une Europe. Napoléon le dit après, mais il n'a pas une politique constante. Il le dit à Sainte-Hélène, mais il ne faut pas prendre pas pour argent comptant ce qu'il raconte à Sainte-Hélène. Donc cette notion d'Europe, c'est une notion beaucoup plus moderne, et mon exposé s'adressait à des gens du XXIe siècle, européens. Si j'avais fait cette conférence devant Metternich, peut-être n'aurais-je pas adopté le même ton. Alors, donc, France, animée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en même temps qui se veut une nation, face à cette Europe des Lumières. Le choc va se produire à Valmy en septembre 1792, et que va-t-il se passer face au maréchal-duc de Brunswick, qui est un esprit éclairé, et franc-maçon, la franc-maçonnerie jouant dans cette Europe cosmopolite un rôle considérable, Dumouriez de l'autre côté qui est franc-maçon, donc on devrait avoir une guerre, une bataille tout à fait dans les traditions de l'Ancien Régime. Les soldats de Dumouriez crient « Vive la nation !» La nation. Et voilà qu'apparaît sur les champs de bataille de l'Europe, de cette Europe des Lumières, le cri de « Vive la nation ». C'est l'idée de la nation française qui donc se défend face à l'Europe. Donc c'est un cri de « Vive la nation ». Est-ce que ça a terrorisé les Prussiens ? Je ne sais pas, dans la mesure où les Prussiens avaient déjà été manœuvrés par Dumouriez. On a même prétendu que la victoire de Valmy avait été achetée par Danton. Mais en tout cas, c'est Goethe lui-même qui insiste beaucoup sur ce fait que vous avez tout à coup, face à des armées de mercenaires, face à une guerre qui était une guerre de siège entre souverains, tout à coup l'intrusion du peuple, de la nation sur un champ de bataille.
Nous avons donc vu 4 Europes en un temps rapide. L'Europe des Lumières, à Mozart, à Diderot, à Voltaire. Nous avons vu la grande nation, la grande nation avec ses petites sœurs charmantes. Nous avons vu le grand empire, alors là c'est le sommet, puisque tout est français, nous dominons entièrement. Puis nous avons vu ce retour des rois, sympathique, c'est cette volonté de revenir à 1789, de nier ce qui avait été fait à travers Metternich, et chaque fois, cela a été balayé par un mot, le mot nation. Et s'il y a un héritage de la Révolution, puisqu'on me l'a demandé, c'est bien ce cri sur le champ de bataille de Valmy, vive la nation. L'accent que Jean Tullard a mis sur la nation comme élément déterminant dans l'histoire de l'Europe. Il a notamment identifié la naissance de la nation à Valmy, en 1792, et il a expliqué comment la nation a continué à jouer un rôle absolument déterminant contre toutes les différentes Europes qui ont été construites, d'abord par Napoléon, ensuite au Congrès de Vienne, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la nation est née en septembre 1792, non. La nation est un concept médiéval. Elle précède de beaucoup de décennies, de plusieurs décennies. Et bien sûr, la division de l'Europe en États n'est pas née non plus dans la Révolution française. Mais il est vrai qu'avec la modernité qui naît d'abord avec les réformes et ensuite avec la Révolution française, il est incontestablement vrai que la nation va devenir, à partir de la fin du XVIIIe siècle, un facteur déterminant dans l'histoire et elle va le rester jusqu'à nos jours. Que sera l'Europe de demain? Eh bien, l'historien n'en a qu'une. C'est l'Europe d'hier qui l'a intéressé. Et c'est à vous, mesdames, messieurs, de bâtir cette Europe comme l'ont tenté Napoléon et Metternich. L'historien peut simplement se contenter de vous dire bonne chance.